saute les rubricards pour prendre la série des invités. Et nous l'avons annoncé même sur nos réseaux sociaux. Pour ce vendredi 5 décembre, nous recevons quelqu'un qui nous vient de la Belgique. Diaspora congolaise, Dorcas Kaembe Stamili est détentrice d'un diplôme en sciences politiques, relations internationales, obtenu avec distinction à l'Université de Liège. Elle construit depuis un parcours hybride mêlant diplomatie, communication stratégique, engagement institutionnel, entrepreneuriat et action sociale. En ce moment, elle est en séjour à Kinshasa et elle veut apporter sa pierre à l'édifice de ce grand chantier que le Congo. Elle nous fait le plaisir d'être l'invitée de Télé 50 ce matin. Bonjour et bienvenue, Madame Dorcas Kaembe Stamili. Bonjour, Monsieur Ochokoum. Alors, vous vous portez bien, le pays, vous aimez quand même l'environnement pendant votre séjour. De combien de temps déjà? 2 semaines? 2 semaines déjà pour l'instant, tout à fait. Vous avez bien circulé, vous n'êtes plus à Kinshasa? Au rythme de la capitale, avec les embouteillages. Effectivement, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Moi, je vous ai présenté, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on aimerait entendre ça aussi de votre propre bouche. Brièvement, quand on présente Dorcas Kaembe, qu'est-ce qu'on devrait dire, au-delà de ce que je viens de dire tout à l'heure? Alors, donc, comme vous l'avez bien précisé, je suis d'origine congolaise et j'habite à Bruxelles depuis mes 6 mois, enfin en Belgique depuis mes 6 mois. Donc j'ai une formation en sciences politiques et les relations internationales. J'ai eu à évoluer dans différents domaines, dans les milieux diplomatiques, institutionnels, ministériels. Puis j'ai été aussi directrice de la communication et des relations institutionnelles au Cercle francophone des affaires européennes. Mais ce qui fait qu'on parle beaucoup de moi pour le moment, c'est par rapport à ma campagne européenne qui a eu lieu en 2024, où je me suis présentée sur la liste du Parti socialiste et où j'ai réalisé une campagne sur l'ensemble du territoire francophone de la Belgique, avec un résultat de près de 23 000 voix. On verra tout ça d'ailleurs, hein, parce qu'on a des images d'illustrations que nous avons pu trouver sur les réseaux sociaux. On a vu que vous étiez vraiment active, mais très active dans ces milieux que vous citez. Et au-delà de cela, on voit que vous avez quand même de l'intérêt pour la République démocratique du Congo. Je vous suivais tout à l'heure. Vous êtes en Belgique depuis vos 6 mois, c'est-à-dire que vous êtes né quand même à Kinshasa? Voilà, je suis née à Kinshasa et puis mes parents ont quitté. Et donc j'ai vécu en Belgique, oui, depuis mes 6 mois. Pratiquement toute votre vie. Mais entre-temps, vous vous renseignez quand même sur Kinshasa, sur la République démocratique du Congo et tout le reste? Tout à fait. Donc j'ai toujours été très curieuse concernant la RDC, hein, parce que même si je vis en Belgique, quand je me regarde dans une glace, je vois très bien qu'il y a une identité, il y a des racines derrière. Et donc à travers des livres, à travers des documentaires, j'ai essayé un peu de comprendre la RDC. Mais ce n'est jamais pareil qu'une expérience qu'on vit sur le terrain. Et donc je suis venue pour la première fois en 2016 où j'ai découvert Kinshasa, une deuxième fois en 2020 pendant le Covid, et puis en 2024 à Lubumbashi, et ici 2 fois à Kinshasa en 2025. Le Covid vous a trouvé ici? Oui, tout à fait. Et vous êtes resté longtemps? Je suis restée une dizaine de jours. C'était dans le cadre d'un mariage familial, et donc avec les restrictions, bien entendu, sanitaires, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. C'est très bien. Ici, en fait, je suis présente en RDC parce que j'ai une entreprise dans la consultance en affaires publiques et relations publiques. Et donc, je suis un client congolais ici, une entreprise. Depuis combien de temps vous avez cette entreprise ici? Alors, c'est une entreprise que j'ai en Belgique, hein, tout à fait. Donc, et ici, je suis là pour suivre un client qui est présent ici en RDC. Ah, donc c'est l'entreprise basée en Belgique qui opère en RDC aussi. Ok, effectivement. J'espère que vous avez tous les documents en ordre pour entendu. cela, avec toutes les exigences que nous avons ici au pays. C'est pour ça que je me permets d'en parler en direct. Effectivement, et ça c'est très bien, c'est un modèle à suivre. Voilà, c'est vous là que je suis en train de voir derrière. Ça c'était à l'occasion de quelle campagne? Ah oui, ça c'était la campagne européenne, donc en 2024, qui est d'ailleurs ma première campagne, hein, comme je vous ai expliqué. Avant ça, je n'ai pas fait de politique, et donc c'était en 2024, en juin 2024. Oui. C'est très bien. On va avoir le temps de parler de tout ceci, j'espère, avec Kadi de l'autre côté, parce qu'il est 10 heures juste, n'est-ce pas? On va prendre la minute de l'information, comme vous vous êtes présenté. On va entrer dans le vif du sujet. On va savoir qu'est-ce que vous nous rapportez comme information ici. Il me semble qu'elle n'est pas encore là. Donc on saute, il n'y a pas de minute information à 10 heures cette fois. On pourra continuer notre
entretien. Alors, vous disiez que vous vous informez sur la République démocratique du Congo, dans les livres, dans des documentaires, et que sur place, vous avez vécu peut-être une expérience plus approfondie, un peu plus mûre. Quelle différence faites-vous de ce que l'on raconte de la RDC, justement dans les livres, dans les documentaires, de ce que vous vivez? Heureusement pour vous, vous n'êtes pas resté qu'à Kinshasa, vous me dites que vous êtes allé même à Lubumbashi. Qu'est-ce que vous avez rencontré sur place? Quel genre de peuple, quels frères, quelles sœurs congolais vous avez retrouvés ici sur place? Alors j'ai découvert différents profils, hein, mais surtout des personnes très talentueuses. Parfois quand on est en Belgique ou en Europe, on a une image un peu biaisée des Congolais. Et cela ne représente pas la réalité. Quand on arrive ici, on voit des femmes, des hommes qui sortent tous les matins, qui essaient d'entreprendre dans différents domaines. Et donc, comparé à ce que moi j'ai pu voir pendant mon adolescence, les reportages, ce qu'on voit à la télévision, ce sont pour moi des informations qui sont assez stéréotypées. Et quand on arrive ici, il y a bien entendu la réalité congolaise, les mentalités qui sont assez différentes de ce qu'on a en Belgique. Mais le discours et le narratif, pour moi, doivent vraiment changer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici aussi en RDC. Et quand je parle de mon pays, j'essaie vraiment de donner une autre image de ce qu'on peut voir à la télévision. Alors, vous parlez de stéréotypes. Moi, je vais aller droit au but parce Oui. que la diaspora, jusqu'à un certain moment, ici en République démocratique du Congo, avait un certain statut. On avait des idées peut-être bien faites, toutes faites, qui, au fur et à mesure, avec les années, ont changé. Parfois positivement, parfois négativement. Je vais parler d'un point de départ, c'est 2019. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même l'a dit plus d'une fois qu'il a un second pays dans sa vie, c'est la Belgique. Il y a vécu longtemps, il y a travaillé, il y a étudié. Même je crois que c'est là-bas qu'il a obtenu son diplôme. Donc on peut le considérer comme une sorte de diaspora aussi congolaise à un certain moment de sa vie. Et lorsqu'il accède au pouvoir en 2019, il y a énormément des Congolais de la diaspora qui le suivent dans son projet, qui viennent ici à Kinshasa, qui sont conseillers, d'autres ministres, d'autres mandataires. Mais permettez-moi de vous dire, Madame Dorcas Kayembe, qu'il n'y a que très peu, si d'ailleurs aucun, parmi eux qui se sont positivement distingués. Est-ce que vous comprenez que cela a un peu touché cette image de sainteté, d'ange que nous avions de la diaspora congolaise? On sait qu'on était en train de souffrir ici, les conditions de santé sont difficiles, l'éducation sont difficiles, parce que quand on entend diaspora, c'est surtout l'expérience que l'on obtient dans des pays mieux industrialisés pour ensuite venir redonner cela à sa communauté, à son pays ici sur place. Mais on s'est rendu compte que peut-être c'était un mauvais casting de diaspora, mais qui n'a pas produit grand-chose sur place ici de 2019. Il y en a d'autres qui sont repartis, il y en a qui sont encore là. Oui. Est-ce que vous comprenez quand même que cela touche? Oui, je comprends entièrement vos observations. Maintenant, quand on parle de la diaspora, ce n'est pas uniquement la diaspora qui est dans des cabinets politiques. La diaspora est beaucoup plus vague. Il y a des gens ici qui entreprennent, qui ont des entreprises, qui créent de l'emploi, et peut-être qu'ils ne sont pas visibles autant que d'autres personnes. Et là, je pense qu'il faut faire une certaine distinction. Donc, je ne suis pas là personnellement pour poser des jugements par rapport au choix qu'a pu réaliser le président de la République par rapport à son staff. Mais ce que j'ai envie de préciser, c'est qu'il faut pouvoir distinguer la diaspora qui est dans les cabinets politiques et la diaspora qui est active, qui entreprend, qui fait aussi des actions humanitaires vraiment très intéressantes ici en RDC, qui participe au développement du pays. Et c'est celle-là qu'on doit mettre en avant. Mais ça n'empêche pas d'entreprendre et d'aider dans la politique, dans les cabinets et tout ça. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais par contre, ce que vous êtes en train de souligner ici, c'est que la diaspora a déçu, mais vous parlez que de la diaspora qui est dans les cabinets, celle qui est venue en 2019 avec le président actuel. Et là, je pense qu'il y a une certaine distinction à faire entre ceux qui sont actifs en politique et ceux qui entreprennent et ceux qui font des choses très très louables ici au pays. Et si vous partez vers ce terrain-là et que vous leur accordez aussi de la visibilité, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font des bonnes choses ici, issues de la diaspora, que ce que vous pensez. Et j'ajouterais même qu'il ne faut pas idéaliser la diaspora. C'était le cas à l'époque. Voilà. Diaspora, c'est-à-dire
western. Vous savez qu'on s'est retrouvé avec des familles ici. C'est une réalité peut-être que l'on vit beaucoup moins, qui étaient capables de vendre un bien immobilier, une parcelle, une voiture, envoyer un membre de la famille en Europe et attendre que ce membre-là puisse faire des western union et tout le reste pour pouvoir survivre ici. Ce phénomène-là est de plus en plus mort. D'accord. Alors là, il y a encore une petite nuance. Quand on parle de la diaspora et on parle des personnes qui souhaitent aller étudier à l'étranger ou envoyer quelqu'un à l'étranger, c'est quelque chose de différent. Et quand on envoie quelqu'un à l'étranger, l'objectif, c'est de pouvoir acquérir des compétences qui vont pouvoir servir le pays. Et je pense qu'on est sorti de cette dynamique où on idéalise l'Europe, tout simplement. L'Afrique a son potentiel, le Congo a son potentiel. En envoyant des gens en Europe, en Belgique, en France et autres pour faire des études ou se former et permettre à travers des mécanismes et des outils leur retour en RDC pour investir dans le pays, là je pense que c'est une bonne trajectoire à prendre. Mais avec l'ère aussi des réseaux sociaux et de la digitalisation de l'information, les gens se rendent compte que finalement l'Europe ce n'est plus l'Eldorado. C'est d'ailleurs pour ça qu'on constate que beaucoup de personnes commencent à venir en RDC, à investir et à vouloir développer de manière générale l'Afrique. C'est très bien. Et parlons maintenant des deux réalités, c'est-à-dire les réalités congolaises et les réalités belges, parce que vous avez quand même surfé sur les deux tableaux. Est-il possible de nous dire aujourd'hui dans quel secteur, par exemple la République démocratique du Congo, parce que c'est le pays que nous voulons aider pour le moment, dans quel secteur on peut se concentrer, investir pour que nous puissions avoir des résultats concrets tout de suite? Alors tout de suite, je ne sais pas si on peut vraiment parler de résultats concrets à l'échelle d'un pays comme la RDC, mais s'il y a deux secteurs en tout cas dans lesquels je pense qu'on doit investir, c'est l'agriculture. Parce qu'on a des problèmes ici au niveau du pays. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas à manger, qui ne réussissent pas à se nourrir correctement. Pourtant, on a des terres, pourtant, on a des capacités humaines qui pourraient permettre le développement de ce secteur. Et ça va permettre de développer une certaine autosuffisance alimentaire et une autonomie qui est importante pour le pays. Le deuxième volet que je souhaite mettre en avant, c'est le capital humain. Et là, j'accorde beaucoup d'importance à ça à travers la formation, à travers le transfert de compétences. Si on investit dans l'humain, qu'on investit dans la discipline, dans l'éthique professionnelle, c'est toute une mentalité, c'est tout un travail qui va être fait, qui va permettre par la suite de donner des résultats dans différents secteurs, que ce soit l'éducation, que ce soit l'économie. Donc pour moi, même lorsque je faisais ma campagne électorale, et je pense que les images en parlent sur mes différentes plateformes, je replace toujours l'humain au centre. On doit partir sur cette base pour pouvoir espérer évoluer dans les autres secteurs. Et tant qu'on ne considère pas l'humain et qu'il ne prime pas sur les intérêts, alors là, on n'aura pas d'évolution concrète dans ce pays. On a parlé à un moment ici d'une campagne de changement de mentalité. Hein. L'ancien président Joseph Kabila, quand il part, parmi les dernières paroles qu'il a eu à prononcer, c'est qu'il n'a pas pu changer l'homme zaïrois en l'homme congolais. Donc il a peut-être pu construire de routes, l'armée, acheter des armes, mais sa plus grande déception aura été celle-là. Donc quand on ne change pas l'homme, quand on ne se concentre pas sur l'homme, on bâtit sur rien en vérité. Exactement. Et j'ai même envie d'ajouter qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la jeunesse congolaise représente environ 60% de la population. Et donc, c'est qu'il y a une nouvelle génération. Et s'il y a une nouvelle génération, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Et je pense qu'il faut mettre maintenant les moyens pour pouvoir investir dans cette jeunesse qui sera tout simplement l'avenir de ce pays et aussi le moteur de changement des mentalités. Parce que ce qui a été fait précédemment n'a pas porté ses fruits, alors peut-être qu'il conviendrait de voir les choses autrement. C'est très bien et c'est bien vu. Il y a un discours, parce qu'on était en train d'en parler tout à l'heure, c'est une question qui me revient, de moins en moins en ce moment, de plus en plus en ce moment de rupture. C'est-à-dire Occident, Orient, pays du tiers-monde, comme on le dit souvent dans les documents. Je vais vous citer des exemples des pays comme le Mali, Burkina Faso ou encore le Niger qui ont d'ailleurs formé déjà leur alliance de leur côté, qui veulent
en découdre avec les pays d'Occident, la France en premier lieu. Est-ce que vous pensez que c'est cela la bonne solution, la bonne route à prendre? Couper les relations de manière brutale pour essayer de tenter une Afrique nouvelle. C'est quoi votre position là-dessus, vous qui avez, une fois de plus, la chance d'avoir vécu dans les deux communautés? Alors, on est dans un monde de plus en plus globalisé, où il y a des nouveaux pôles de pouvoir. Et en Afrique, bon, il y a une relation qui est historique hein, entre les pays européens et l'Afrique. Mais je pense qu'on est dans une période où il faut redéfinir ces relations. L'Afrique n'accepte plus d'être dirigée, qu'on lui impose des choses. Elle a besoin de se retrouver dans des partenariats win-win, où elle se retrouve aussi, qui sont aussi en faveur de ses intérêts. Et donc je pense qu'on ne peut pas couper et isoler l'Afrique de l'Europe, parce que nos économies sont interdépendantes. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir négocier différemment. L'Afrique a besoin en fait d'être positionnée comme un acteur stratégique et de toute façon, je pense que beaucoup de personnes l'ont compris, l'avenir se trouvera ici. Et donc si l'Europe veut rester compétitive sur le marché africain, elle doit tout simplement changer son narratif par rapport à l'Afrique, en faire une priorité et avoir une relation plutôt... Plus du tout paternaliste comme ça a été oui, voilà. à l'époque. On a lu des ouvrages de Robert Bourgui plus récemment avec des révélations qui faisaient froid au dos. Recherche de légitimité des dirigeants africains en Europe plutôt que plaire à leur peuple ici sur place. Il faudrait cesser avec ces pratiques-là. Tout à fait. Et de toute façon, ça ne fonctionne plus. Vous voyez très bien, comme vous avez très bien exposé ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale suit aussi tout doucement. Donc je pense que si l'Europe veut rester en tout cas présente en Afrique, et elle va rester présente parce qu'il y a des économies quand même qui lient l'Europe avec les pays d'Afrique, elle doit changer absolument son narratif. Elle doit changer sa façon de voir l'Afrique et la considérer comme un partenaire et non... une province, si je puis dire, de l'Europe. C'est très bien pensé. Alors, ce qui me ramène aussi à une question d'actualité par rapport à notre pays. Avant cela, d'abord, je vous ai trop entendu parler d'entrepreneuriat. Vous dites que la diaspora peut aider la RDC en entreprenant sans la politique. Obligatoirement. C'est-à-dire de votre côté, vous n'envisagez pas une carrière politique, peut-être d'aider le pays si jamais cela se proposait. Vous préférez rester focus dans l'entrepreneuriat? Alors, j'avais déjà répondu à une question similaire si vous avez fait votre travail sur Internet à Lubumbashi quand on m'avait posé la question. Et lorsque j'ai été candidate aux élections européennes en Belgique, c'est mon parti, le Parti socialiste, qui m'a demandé de figurer sur les listes. Donc je n'avais pas d'ambition politique. Moi, l'ambition que j'ai ici en RDC, c'est de pouvoir participer et être actrice du développement de mon pays d'origine. Et donc la première raison pour laquelle je viens ici, c'est pour des raisons d'entrepreneuriat. J'ai une entreprise dans l'événementiel depuis 10 ans où j'organise des événements privés, professionnels. Et donc mon objectif, c'est de pouvoir aussi apporter mon expertise et de transférer les compétences que j'ai pu acquérir lors de mon expérience auprès des personnes qui souhaiteraient aussi se lancer. Alors, si un jour je dois prendre une direction politique ici en RDC, l'avenir nous le dira. Mais à l'heure actuelle, ma présence ici n'a rien de politique. Au sens propre, en tout cas. Très bien. N'empêche qu'en tant que citoyenne, vous pouvez vous informer quand même sur la situation du pays, sur l'actualité et sur tout ce qui se passe. Et vous pouvez quand même placer un mot. Hier, le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé un accord de paix avec son homologue rwandais, Paul Kagame, aux États-Unis, en présence du président Donald Trump et de quelques témoins. Ma curiosité par rapport à votre façon de voir les choses, c'est de savoir ce que vous pensez de la manière de la République démocratique du Congo de répondre à cette crise depuis les débuts, parce que ça date quand même de plus de 30 ans aujourd'hui. Les positions que nous avons eu à prendre, époque après époque, pour résoudre cette crise, personnellement, vous en pensez quoi? Alors, je vous avoue que je m'attendais à avoir une question comme celle-là. Et je vais dire que c'est une question quand même assez complexe, qu'il est difficile de pouvoir
à laquelle il est difficile de pouvoir répondre en 2-3 minutes. Mais par contre, ce que j'ai envie de souligner, c'est que ces frontières qui posent aujourd'hui actuellement problème à l'est de la RDC sont des héritages que nous avons eus de la colonisation. À côté de cela, les populations qui vivent là-bas ont vécu pendant des décennies en harmonie ou en tout cas en toute convivialité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui nous dépasse, malgré ce qui a été fait par les prédécesseurs et le travail que fait actuellement le président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Par contre, moi, ce que je défends, en tout cas, concernant la situation à l'est de la RDC, c'est l'intégrité territoriale du pays. Et sur ce volet-là, je pense que c'est vraiment essentiel et ça vaut pour tous les États. Maintenant, on a vu hier ce qui s'est passé à Washington, hein, donc la signature de l'accord entre les deux présidents. Et nous espérons que cela va aboutir à quelque chose de concret, parce que finalement, les personnes qui souffrent de cette situation, c'est les populations civiles. C'est elles les victimes collatérales de ce conflit. Et la RDC est un pays qui détient énormément de ressources stratégiques pour le pays, mais pas uniquement, au niveau mondial. Et donc, je sais que ça prendra du temps, qu'il va falloir que les choses se mettent en place, mais j'ose espérer que la dynamique actuelle qui est en train de se réaliser d'un point de vue diplomatique portera ses fruits, parce que, comme je vous l'avais expliqué, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'humain. Voilà. C'est l'humain, très bien. Madame Dorcas Kayembe, pour votre intervention à ce sujet. Désormais, on vous connaît, enfin, on vous connaissait déjà bien avant parce qu'on a mené quelques petites recherches, mais à Télé 50, désormais, on vous connaît. Pour ce séjour à Kinshasa, vous êtes venu. On vous attendra aussi pour les prochains. Il y a l'occasion de communiquer, de passer un message, de commenter l'actualité ou de présenter simplement votre entreprise. Nous serons là disponibles. Vous me rappelez déjà le nom? Donc j'ai deux entreprises. Tatidora, qui est donc une entreprise d'événementiel. Hein, on peut trouver les informations sur mon site. Tatidora, donc TATYDORA.com, hein, donc c'est disponible sur Internet. Et puis DKS Consulting, qui est alors mon entreprise d'affaires publiques et relations publiques. Et dans tous les cas, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, donc il y a moyen de trouver toutes mes coordonnées. C'est-à-dire Dorcas Kayembe sur tous les réseaux sociaux pour entrer en contact avec notre invité spécial de ce 50 Bonjour. Je vous dis merci. Merci à vous, Monsieur Ochopo. De votre disponibilité, d'avoir répondu à notre invitation. On poursuit ce 50 Bonjour avec le reste des invités.